we moeten nog niet doen als juist receptie we kunnen. Bonjour à tous, je vous souhaite déjà à tous la bienvenue. On va juste encore attendre quelques minutes à ce que tout le monde s'est connecté, est arrivé dans la salle et on commencera d'ici quelques temps. Merci. Mais vous pouvez parler. Allô, allô. Ah, c'est pas vrai. On aurait dû s'approcher. Nee, ik vind de online. Nee, mais pour vous, c'était bon, mais moi j'étais un petit peu loin. Non, mais pour le online, on doit vraiment parler dans le micro. Ouais. Tu fais là tout le monde online. Tu fais là tout le monde online. Bon, dat was voor de lijst. Ja, micro en dan oder met video en micro. Voorzichtig intelligent ranskoeken. Dat gaat niet zo schwer. Bonjour à tous toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation de la note de conjoncture de décembre 2023. Et je suis très content que vous la tenez déjà tous dans les mains. Les personnes qui nous suivent à distance via Webex, on va aussi poster le lien dans le chat. Donc, comme ça, vous avez directement accès aussi à la note de conjoncture. La présentation sera donnée par le directeur du STATEC, Serge Alecatsa, par Thomas, chef du département conjoncture, modélisation et prévision, et Bastien Larue, chef d'unité conjoncture. À la suite de la présentation, nous avons prévu un temps de discussion, donc n'hésitez pas de poser vos questions, de les poster dans le chat. On va les lire alors après dans la salle. Et à la suite du séminaire, on est très ravis de vous accueillir à un petit pot de fin d'année. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et je passe la parole à Serge Alecatsa. Merci Delia. Schöne gute Morgen in alle Guten. L'année 2023, c'était un peu prévisible pour ceux qui ont lu les Stat News sur les comptes trimestriels, ont vu qu'il y avait des chiffres négatifs trimestre après trimestre comparé à l'année d'avant, qui indiquaient quand même assez clairement qu'on est quand même dans une situation plutôt morose. Et finalement, les organisations internationales nous ont tous prédit une récession. Le STATEC ne s'est pas prononcé à ce moment-là lorsque l'OCDE, le FMI
la Commission a fait ses prévisions, tout simplement parce que nous, on était en train de travailler sur nos prévisions. On attendait le 3e trimestre et maintenant nous annonçons une récession, dans le communiqué on dit légère, de moins 1%, qui sera probablement assez courte puisque nous annonçons pour 2024 une croissance, une reprise modeste aussi, qui est de l'ordre de, qui dépasse les 2%. Si on regarde les 3 années, 22, 23 et 24, donc la prévision pour 24, c'est quand même, comme dit le communiqué, c'est quand même pour Luxembourg une contre-performance par rapport à notre potentiel de croissance, par rapport aux moyennes qu'on a réussi à obtenir au cours des dernières années. Il est clair que c'est en fait une performance qui est assez faiblarde. Et si on tient compte du fait que la population croît autour de, mettons, en moyenne 2%, ça montre bien que la croissance par tête, le PIB par tête, il est plutôt proche de zéro, voire négatif. Donc, on pourrait en conclure, c'est à débattre, on est dans un séminaire, que le Luxembourg n'a pas suffisamment cru, plutôt que d'avoir eu une croissance trop forte. Je voudrais aussi souligner les 3 tripartites qui ont eu lieu en 2022 et en 2023. D'abord parce que le Statec y a quand même sensiblement contribué. Toutes les analyses, les simulations ont été faites par le Statec sur place au château de Zänigen et dans les préparatoires. Et je voudrais souligner le fait que les mesures qui ont été prises par les tripartites ont quand même très fortement soutenu le pouvoir d'achat salarial, mais également le revenu des ménages. Pouvoir d'achat qui sera en plus renforcé par le coup de pouce qui sera donné à partir de cet après-midi par l'annonce de l'adaptation du barème de l'impôt. Voilà, donc une année dont on va maintenant un peu éclairer l'ensemble des facettes. Et puis après, nous aurons, j'espère, un échange puisque nous avons un peu plus de temps. D'abord pour vous présenter plus en détail, pour développer davantage. On a quand même une note qui tourne autour de 80 pages. Et à partir de là, je pense qu'on aura une intéressante conversation que nous pourrons continuer également au cours du Walking Lunch que nous aurons par la suite. Je passe la parole à Bastien Larue. Merci. Donc un point sur la situation conjoncturelle. Donc nous sommes dans une phase de ralentissement à l'échelle mondiale en 2023 et ça va on devrait avoir un rythme de croissance mondiale assez proche de 3% aussi en 2024. Ce qu'on voit, c'est que le ralentissement il est particulièrement marqué dans les économies avancées, surtout celles d'Europe, qui sont naturellement aussi plus impactées par les conséquences de la crise énergétique. Donc au Luxembourg, nous avons un repli de l'activité au début de 2023 par rapport à 2022. Après, vous voyez que sur les derniers trimestres, on est un peu sur une tendance de stabilisation. En fait, on a ce qu'on appelle une récession technique, 2 trimestres de recul consécutifs au 2e trimestre et au 3e trimestre, mais c'est une légère récession technique par le jeu des révisions qui sont opérées au niveau des comptes nationaux. Le diagnostic pourrait changer à ce niveau-là. Vous voyez aussi que pour la zone euro, voilà, on est sur une tendance qui s'est quand même bien aplatie au niveau de l'activité depuis le début de l'année. Au Luxembourg, plus en détail, donc c'est dans le graphique de droite ici, vous voyez que on a surtout le secteur financier en fait qui marque une forte baisse de la valeur ajoutée en volume depuis le début de 2022. Je reviendrai dessus après. Malgré tout, c'est pas seulement ce secteur financier qui tire l'activité vers le bas. Il y a quand même 3 branches où on note une contre-performance du Luxembourg par rapport, on va dire, aux autres pays de la zone euro.
C'est la construction qui est clairement beaucoup plus impactée au Luxembourg. On ressent vraiment un effet plus marqué, notamment de la hausse des taux d'intérêt. Nous avons aussi les transports et les services d'information et communication qui marquent encore une tendance de repli par rapport à 2022. Bon, c'était des branches qui s'étaient plutôt bien comportées sur les années précédentes, mais là qui donnent des signes de faiblesse pour ces 3 branches. On voit aussi des impacts au niveau de l'emploi qui sont assez significatifs. Donc pour le Luxembourg, vous voyez aussi que bon, voilà, on avait un certain plafond au niveau du PIB en 2022, alors que la zone euro était encore, il y avait encore des effets de rattrapage tout au long de 2022, notamment dans des pays où l'activité touristique est très importante. Bon, ça a eu beaucoup moins d'impact au Luxembourg. Et bien sûr, pour la zone euro, ça donne aussi une impulsion de croissance qui est un peu plus forte pour 2023. Alors, les comptes nationaux, certes, les données peuvent être révisées. Enfin, ça fait partie du processus normal de compilation des comptes nationaux qui sont basés pour les comptes trimestriels sur des estimations partielles. Mais ce qu'on voit quand on compare la valeur ajoutée ou le PIB avec les indicateurs de confiance des enquêtes de conjoncture, donc là, c'est vraiment le ressenti des entreprises sur leur activité. Eh bien, vous voyez que les deux collent quand même bien. On avait eu une baisse du moral des entreprises assez forte après le début de la guerre en Ukraine. Ça avait tendance à remonter un petit peu dans certaines activités, notamment lorsqu'on avait présenté la dernière note de conjoncture, mais ça c'est reparti à la baisse depuis. Ça, c'est une tendance qu'on a en zone euro et qu'on a au Luxembourg aussi. Les entreprises, eh bien, aussi dans le cadre de ces enquêtes de conjoncture, elles signalent des problèmes de demande. Voilà, quand on leur demande qu'est-ce qui pèse sur votre activité, eh bien, elles sont de plus en plus nombreuses à répondre. C'est la demande qui est insuffisante et ça pèse sur notre activité. On le voit dans l'industrie, la construction et les services non financiers aussi plus récemment. Il y a aussi des contraintes financières qui sont ressenties de manière croissante par les entreprises sur les derniers trimestres. Là, on peut faire le lien aussi avec la remontée des taux d'intérêt qui en fait, le financement des entreprises coûte plus cher. Et puis aussi, il y a les banques qui ont durci en fait leurs conditions de crédit. Elles sont moins enclines à accorder du crédit parce que il y a plus de risques aussi. Et bien ça, les entreprises estiment aussi que ça pèse davantage sur leur activité au fil des derniers trimestres. Pour le secteur financier, donc vous avez sur le premier graphique la valeur ajoutée en valeur et la valeur ajoutée en volume. La différence en fait entre les deux, ce sont les prix. Les prix de valeur ajoutée ont augmenté parce que les taux d'intérêt ont augmenté, les marchés boursiers aussi avaient augmenté cette année. Mais bien sûr, pour calculer des données en volume qui servent à calculer ce qu'on appelle la croissance économique au bout du compte, là c'est beaucoup moins favorable. Ça veut dire en gros que les bons résultats en valeur du secteur financier qu'on peut observer ont surtout été tirés par des effets de prix. Mais malgré tout, il y a le crédit qui se résorbe sur de nombreux, dans plusieurs catégories. Les crédits, surtout les crédits immobiliers, là on a un impact qui est très net. Et bien sûr, on peut faire le lien aussi avec l'activité dans la construction. La construction de nouveaux logements est beaucoup moins forte, il y a moins de transactions et il y a beaucoup moins de crédits associés. Mais aussi, vous voyez que pour les crédits aux entreprises, aux sociétés non financières, on a également un repli du crédit.
Bon, après, pour le secteur financier, on ne peut pas donner une image totalement négative non plus. C'est vrai qu'on a une baisse de cette valeur ajoutée en volume, mais par exemple, quand on regarde l'emploi du secteur, ça reste encore une des branches relativement dynamiques cette année. Pour l'inflation, l'inflation, elle baisse, elle reflue. C'est le cas au Luxembourg, c'est le cas dans beaucoup de pays de la zone euro en ce moment, même dans tous les pays de la zone euro. Nous avons en novembre une inflation de 3% au Luxembourg, c'est le taux le plus bas depuis 2 ans maintenant. Ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a des pressions qui subsistent au niveau des services. Les services sont aussi, voilà, les prix des services sont fortement influencés par l'évolution des salaires qui ont bien progressé au Luxembourg. On reviendra dessus. Mais pour les autres catégories, voilà, il y a quand même, on a maintenant des contributions négatives de l'énergie, de l'alimentation, pas une contribution négative, mais enfin une contribution positive beaucoup moins importante pour l'alimentation et aussi pour les biens industriels non énergétiques. Malgré tout, voilà, la proportion de biens qui connaissent un niveau d'inflation élevé est encore élevée, je me répète, mais voilà. On voit par exemple que la part des biens et services qui ont un taux d'inflation compris entre 5 et 10% est encore relativement élevé, même sur les derniers mois. Au niveau des salaires, on a une accélération des salaires nominaux, de ce qu'on appelle le coût salarial moyen nominal. Ça, on l'a dans tous les pays, mais ce sont aussi, voilà, les prix ont beaucoup augmenté, donc il y a des négociations aussi, et puis des réclamations pour des hausses de salaire, c'est bien normal. Donc ça, on le voit à peu près dans tous les pays, cette accélération, mais ce qui est important, voilà, c'est d'avoir en fait une hausse des salaires qui dépasse celle de l'inflation. Et là, on parle à ce moment-là du coût salarial réel que vous avez sur le graphique de droite. Et vous voyez en fait qu'au Luxembourg, il a significativement augmenté depuis 2019, ce qui n'était pas le cas dans la zone euro. Dans la zone euro, donc vous voyez une baisse en fait du salaire réel en 2022 et encore sur la première moitié de 2023. Je crois que oui, au 3e trimestre 2023, c'est la première fois depuis assez longtemps qu'il y a une hausse annuelle des salaires réels en zone euro. C'était thématisé dans le conjoncture flash qui est sorti hier. Le marché du travail au Luxembourg, eh bien, il est clairement impacté aussi par la baisse de l'activité. Encore une fois, c'est un élément de plus voilà, qui conforte ce diagnostic quand même assez morose, comme l'a dit notre directeur sur la conjoncture économique au Luxembourg. Il y a certaines branches, notamment la construction, l'industrie, plus récemment les services d'information et communication, où on a même une baisse de l'emploi. C'est quand même assez... on n'est pas habitué à voir ça au Luxembourg, surtout dans la construction. En parallèle de ce ralentissement de l'emploi et même de la baisse de l'emploi dans certaines branches, on a une remontée du taux de chômage qui est très nette depuis le début de 2023. Voilà, je vais maintenant céder la parole à Thomas pour les prévisions. Merci. Donc, je commence les prévisions tout de suite avec l'inflation qui a été le sujet de préoccupation ces dernières années. On va se concentrer d'abord sur la seule courbe foncée, donc en bleu ou en noir, qui est la variation annuelle, qui est la mesure traditionnelle de l'inflation. Vous voyez qu'il y a eu un pic d'inflation autour de 7% en 2022. Depuis, on est dans une phase de désinflation, donc un ralentissement de la hausse des prix,
qui a l'air assez régulière. Et en fin de prévision, donc sur la deuxième moitié de l'année 2024, on retrouverait les 2% d'inflation, qui est la cible d'inflation pour la zone euro dans son ensemble. Donc cette désinflation, en apparence assez régulière au cours de l'année et aussi pour l'année prochaine, elle cache en fait des tendances différentes qui ont eu lieu. Et cette dynamique, elle peut être mesurée différemment. C'est le concept de l'inflation instantanée. D'ailleurs, il y a une étude sur le sujet, c'est le dernier chapitre de la note de conjoncture qui détaille ce concept, qui explique comment c'est calculé. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Je vais juste vous dire qu'en variation annuelle, du coup, on considère tout ce qui s'est passé au niveau de l'inflation sur les 12 derniers mois, alors que l'inflation instantanée se concentre vraiment sur les tout derniers mois. Donc, c'est une mesure plus réactive à ce qui se passe effectivement au niveau des prix. Donc, quand vous regardez la courbe en bleu clair, vous voyez par exemple sur la deuxième moitié de l'année 2022 l'impact prononcé et direct des boucliers tarifaires qui ont été décidés au niveau de l'énergie. En revanche, vous voyez sur l'année 2023 une reprise de l'inflation, de la hausse des prix qui vient principalement des services. Et ça, c'est la conséquence directe de la multiplication des tranches indiciaires qu'on a eues en février, en avril, et puis une autre en septembre. Donc ça, c'est beaucoup plus visible avec ce concept de l'inflation instantanée. Et vous voyez qu'en 2024, en fait, déjà au deuxième trimestre, on serait aux alentours de 2%, contrairement à la mesure de l'inflation annuelle, où il y a des effets de base, etc., qui font que le taux il est encore plus élevé en début d'année. Très intéressant aussi d'appliquer cette mesure à l'inflation de la zone euro. Vous le voyez en orange. Surtout, bon, vous voyez en 2022 que de toute façon, ils étaient à des niveaux d'inflation beaucoup plus élevés au Luxembourg, qu'ils sont restés à des niveaux beaucoup plus élevés plus longtemps que nous, parce que pas tous les pays ont mis en œuvre des boucliers tarifaires aussi forts et aussi rapidement qu'au Luxembourg. Après, la désinflation a été plus rapide. Et ils sont en fait déjà depuis presque 6 mois aux alentours de 2% d'inflation. Et le dernier mois surtout, donc le mois de novembre qui est officiellement sorti hier, il est très bas en termes de dynamique. On s'approche presque des 0%. Donc quand on regarde les 6 derniers mois, on peut dire qu'en fait on a déjà en quelque sorte atteint les 2% qui est la cible d'inflation de la zone euro. Et je crois que c'est un point très intéressant à suivre aussi dans les mois à venir. Donc les mois qui vont sortir, donc le mois de décembre, le mois de janvier, etc., jusqu'à la prochaine prévision de la Banque centrale européenne qui sera faite en mars. Il va être déterminant pour la prise de décision de la Banque centrale européenne aussi, sachant que dans notre scénario, nous, on a retenu l'hypothèse d'une inflation de la zone euro de 2% en moyenne sur toute l'année. La Banque centrale européenne, ils étaient encore à 3,2 pour l'année prochaine, jusqu'à la semaine dernière où ils ont révisé de 3,2 à 2,7. Mais quand même, on est toujours à 2,7%. Et donc, on verra au cours des 3 prochains mois comment ils vont intégrer les nouvelles chiffres de l'inflation et surtout s'il y aura de nouveau des surprises à la baisse, comme ça a été le cas avec les derniers mois, ou s'il y aura un rebond. Donc, je crois que c'est vraiment un point très intéressant à suivre dans les mois à venir, parce que ça aura évidemment un impact sur les taux d'intérêt et notamment sur la baisse anticipée des taux d'intérêt au cours de l'année 2024. Avec ces surprises au niveau de l'inflation de la sous-jacente, combinées aussi à un ralentissement économique dans la zone euro, les marchés futurs, ils anticipent en fait une baisse qui arriverait de façon plus précoce et l'ampleur serait assez importante aussi. Donc on parle ici d'une baisse jusqu'à la fin de l'année 2024 de 1,5 point. Contrairement à ça, les institutions internationales, même les prévisions les plus récentes, comme de l'OCDE du mois de novembre, elles tablent toujours sur vraiment un plateau des taux d'intérêt, donc une relative stabilité. Entre ces deux vision pour l'année 2024, notre hypothèse, elle table sur, vous le voyez ici, en orange, sur une baisse, mais seulement à partir du deuxième trimestre, et une baisse plus limitée, donc d'un bon point
2% jusqu'à la fin de 2024. Donc c'est vraiment ça, à mon avis, le point intéressant des prochains mois, avec évidemment un impact potentiel sur l'économie. Ça va déclencher un signal assez fort envers tous les acteurs économiques, avec un impact potentiel sur les prix immobiliers et donc sur le secteur de la construction. Donc c'est affaire à suivre. On a parlé de la désinflation. Donc le recul de l'inflation fait aussi qu'il y aura moins de tranches indiciaires en 2024 et que ça a été le cas en 2023. En 2023, on en a eu 3, une en février, une en avril, une en septembre. Pour 2024, on n'en prévoit qu'une seule au 3e trimestre 2024. Quand on parle de salaire et de l'inflation, ce qui est intéressant, c'est justement de regarder les salaires réels. Donc là, il s'agit des salaires nominaux où on a purgé l'effet de l'inflation. Et en fait, on est dans une situation plutôt exceptionnelle par rapport aux autres pays voisins, notamment, ou la zone euro dans son ensemble, parce que pour ces pays-là, depuis 2019, en fait, les salaires réels, ils ont plutôt baissé. Alors qu'au Luxembourg, dès le départ, les salaires réels, ils ont fortement progressé, aux alentours de 1% par année en moyenne. Donc c'est une situation aussi pour le pouvoir d'achat qui est différente au Luxembourg que dans d'autres pays. Et à droite, vous voyez aussi un autre phénomène intéressant. Donc vous connaissez évidemment le concept de la surépargne. On l'a thématisé depuis la crise Covid, au moment où il y avait des restrictions pour voyager, pour aller au restaurant, etc. Donc la consommation était contrainte, alors que les revenus, comme je viens de le dire, ils ont continué à augmenter. Donc cela implique en fait une surépargne, ce qu'on appelle une surépargne. Et en fait, cette surépargne, elle n'a pas disparu avec la fin des contraintes liées à la pandémie. Au contraire, en fait, on continue à accumuler une épargne d'année en année. Et donc, ce graphique, il vous montre en fait l'ampleur de cette surépargne cumulée, parce que maintenant, on est à des niveaux qui sont équivalents à une année entière d'épargne dans une année normale. Donc ça, c'est un point intéressant et ça peut avoir un impact sur les prévisions pour 2024 aussi. Pourquoi? On l'a vu aux États-Unis, où ils avaient aussi un phénomène de surépargne, évidemment, pendant la pandémie. Par contre, depuis, cette surépargne, elle a baissé. Donc, cet argent a retrouvé le chemin dans le circuit économique. Ça a donné lieu à une consommation plus élevée. Donc, là, potentiellement, aussi bien pour Luxembourg que pour toute la zone euro, il y a un potentiel, il y a un scénario favorable, d'ailleurs, qu'on va vous montrer à la fin de cette présentation. Parlons de l'emploi. Là, en fait, on voit que pour les 3 branches principales, donc le secteur public, le secteur financier et aussi les autres activités privées, donc hors secteur financier, on table plutôt sur un ralentissement qui a commencé cette année-ci, pas encore pour toutes les branches, mais où quand même la tendance elle est assez marquée et risque de se reproduire en 2024, vu que l'emploi, il réagit toujours avec un peu de retard sur l'activité économique. Donc ici, les chiffres de l'emploi, qui d'ailleurs ne sont pas révisés, ils semblent vraiment confirmer qu'on est dans ce ralentissement économique qui a déjà été évoqué. À droite, vous voyez un phénomène un peu plus structurel. On l'a déjà thématisé au niveau de la croissance économique, où on a déjà évoqué qu'on croît toujours plus rapidement que la zone euro, mais de moins en moins. Et en fait, on a un phénomène similaire chez l'emploi. Donc, on crée toujours plus d'emplois que les partenaires européens, par contre, de moins en moins. Donc, il y a quelques années, on avait un différentiel de la croissance de l'emploi aux alentours de 2-3 points, alors que avec notre prévision, quand on regarde les 2-3 dernières années, y compris notre prévision, ce différentiel serait réduit à 1. Donc ça, c'est aussi une mise en contexte assez intéressante. Pour le PIB, ça a déjà été évoqué, et vous le voyez sur le côté gauche, donc la croissance annuelle du PIB. On voit qu'effectivement, en comparaison avec la zone euro, on observe des taux de croissance plus faibles en 2022 et en 2023, où nous, on serait en récession contrairement à la zone euro, et le léger rebond de 2% en 2024.
il est là, mais en grande partie, c'est un rebond technique. Et donc, on l'a déjà dit aussi, quand on regarde les 3 années ensemble, on est dans une situation où on peut quand même qualifier ces 3 années d'ensemble comme une contre-performance économique. Là encore, c'est important et intéressant de le mettre dans le contexte, et c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, où on ne regarde pas seulement donc, ces 3 années 2022 à 2024, mais depuis 2019. Parce qu'il faut quand même se rappeler que l'économie luxembourgeoise a beaucoup moins souffert pendant la pandémie. Il y a eu des secteurs qui ont profité même de cette pandémie, ce qui a fait que la récession elle était beaucoup plus limitée au Luxembourg. Et en plus, on a eu un rebond assez impressionnant en 2021 en termes de croissance. Donc en fait, on était très rapidement déjà à un niveau bien supérieur qu'avant la crise au niveau économique. Et donc, c'est dans ce contexte-là où maintenant, effectivement, on voit 3 années plus faibles de croissance économique, mais où il faut se rendre compte aussi que 2022, notamment pour la zone euro, c'était encore une année de rattrapage où ils étaient encore en train de se rattraper de cette pandémie. Pour les finances publiques, on a vu en 2021, en 2022 et en 2023 une forte progression des recettes publiques, ce qui est lié évidemment à l'inflation, à la masse salariale, parce qu'il y a l'imposition des ménages qui est directement liée à cette masse salariale. Il y a les cotisations sociales aussi qui ont bénéficié de ce dynamisme de la masse salariale. Donc il y a eu de très fortes hausses. Et maintenant, avec le ralentissement conjoncturel, on anticipe quand même une très forte décélération des recettes, où il faut rajouter évidemment aussi la désinflation, donc qui joue directement en plus du ralentissement économique. Donc sur le graphique à droite, vous voyez justement de façon quantifiée l'impact du ralentissement sur le solde public. Donc le solde public nominal, comme il est normalement présenté, c'est le point ce sont les points qui sont sur le graphique. Donc on serait à moins 1,7% en 2022. En 2024, on risque de se retrouver à moins 2,7%, donc une dégradation du solde public. Et vous voyez qu'en fait, la composante cyclique ou le solde conjoncturel, donc l'impact du ralentissement économique sur ce solde est prédominant. Je crois que ça illustre bien aussi comment le ralentissement économique qui s'est de plus en plus matérialisé au cours de l'année, il a un impact direct, quasi mécanique sur les finances publiques. Notons ici que déjà c'est une prévision à politique inchangée, comme on le fait toujours, et cela n'intègre pas les mesures qui sont énumérées dans l'accord de coalition qui vont encore être détaillées et quantifiées dans les mois à venir, au moment où les décisions fermes seront effectivement prises. Et donc ce sera plus au mois de juin prochain, dans la prochaine note de conjoncture, où on va quantifier ces mesures. Le dernier chapitre de la note de conjoncture, c'est le chapitre sur l'énergie et les émissions. Vous savez aussi qu'on a réalisé les simulations pour le PNEC, donc pour le plan national en matière d'énergie et de climat. Donc là, il s'agissait plutôt des projections de long terme à l'horizon 2030, 2050. Ce qu'on fait dans le cadre de la note de conjoncture, c'est le suivi conjoncturel de ces mêmes agrégats. Donc vous voyez à gauche notamment les émissions. Vous voyez que effectivement aussi en prévision, et la prévision concerne d'ailleurs aussi l'année 2022 où il n'y a pas encore les chiffres sur les émissions, mais sur ces 3 années 2022 à 2024, on respecterait effectivement la trajectoire linéaire qui mène à une baisse de moins de 55% des émissions par rapport à 2005. Vous voyez également sur ce graphique qu'en fait, on a d'un côté les émissions qui sont liées au transport, où la baisse elle est plus prononcée, donc ils sont en dessous des objectifs sectoriels, et de l'autre côté, il y a des secteurs d'émissions qui sont au-dessus des objectifs sectoriels, notamment tout ce qui est chauffage ou encore l'industrie. À droite, c'est un exemple des nombreux indicateurs qui sont utilisés dans cette modélisation et où là aussi on peut faire le suivi à court terme
des mesures et justement confronter l'évolution la plus récente sur données mensuelles, dans ce cas-ci, à nos projections de long terme. Donc ça va être un domaine très, très intéressant à suivre aussi dans les années à venir. Voilà, les chiffres qui ont déjà été évoqués lors de cette présentation, vous les voyez résumés ici dans le tableau. Vous voyez tout d'abord le scénario central, qui sont principalement les chiffres qu'on vous a montrés. Donc la récession de 1% cette année, un rebond de 2% l'année prochaine. Et on a rajouté des colonnes avec les deux scénarios. Donc traditionnellement, on a un scénario favorable et un scénario défavorable. Le scénario défavorable, il est en orange ici. Et en fait, la narrative de ce scénario, c'est que si la hausse des taux d'intérêt directeurs, il aurait un impact plus prononcé encore sur l'activité économique dans la zone euro, quel serait l'impact sur la croissance et tous les autres agrégats macroéconomiques au Luxembourg. Le scénario positif, c'est celui, je l'ai déjà évoqué, d'un épuisement du surplus d'épargne dans la zone euro, mais aussi au Luxembourg. Et donc, potentiellement, cela pourrait favoriser la croissance. Donc, vous voyez, quand vous regardez, par exemple, juste la première ligne, qu'autour de cette prévision de 2% pour l'année prochaine, on peut rajouter on aurait un bon point de croissance en plus ou en moins en fonction du scénario. Donc, ça vous donne une fourchette de ce qui est possible. Et vu les incertitudes qu'on a observées ces dernières années, c'est toujours important de voir ces prévisions aussi dans un tel contexte où on raisonne plutôt en fourchette que sur des chiffres précis. Voilà, je vous laisse ce slide probablement affiché. Comme ça, vous pouvez... Regardez les chiffres en détail et pour le reste, on est prêt à prendre vos questions. Également en ligne. Pas tous en même temps. Hein. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je retiens quand même des choses qui ont été confirmées, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat qui est quand même à noter en période de crise, qui est unique par rapport aux autres pays européens. J'aime bien aussi le slide qui est présenté sur le secteur financier, avec la différence entre les résultats, évidemment, qui sont drivés par l'augmentation des prix, à contrario avec l'augmentation de l'activité, en tout cas de la valeur ajoutée en volume, et donc qui impacte évidemment le PIB que nous avons ici à Luxembourg. J'ai simplement une petite question pour les recettes pour 2024. Est-ce que vous avez mentionné que vous n'avez pas pris en considération les mesures du gouvernement, nonobstant je voulais quand même savoir celle par rapport à l'indexation, les 4 indexations du barème, donc les moins recettes de plus ou moins 500 millions d'euros, c'est quelque chose qui est déjà intégré dedans. Merci. Donc, je prends la dernière question d'abord. On a intégré dans notre prévision la mesure qui a déjà été votée, qui est donc l'adaptation du barème à hauteur de 2,5 tranches indiciaires. Donc, c'est juste cette hausse supplémentaire, ou cette adaptation supplémentaire qui va être discutée à la Chambre, je crois, cet après-midi, qui n'est pas encore intégrée. Et justement, il y a, dans cet accord de coalition, il y a beaucoup de mesures et ces mesures ne sont pas encore toutes décidées et quantifiées. Donc, on va plutôt quantifier ça ensemble pour la prochaine autre conjoncture. Aussi, une fois qu'on aura un projet de budget pour 2024, vous savez qu'actuellement, on est encore dans une situation avec les 12e provisoires. Donc, une fois qu'on a un budget pour l'année 2024, les prévisions aussi du solde public, ils risquent de changer. Donc, nous, traditionnellement, on fait une prévision à politique inchangée. La clôture statistique fait que, voilà, pour l'instant, ces mesures n'ont pas encore été considérées. Pour le pouvoir d'achat, oui, c'était plus un constat qu'une question. Peut-être qu'on peut encore y rajouter qu'effectivement, on le voit aussi au niveau quand on regarde l'optique dépenses du PIB, on voit notamment que le PIB il est actuellement soutenu par la consommation, aussi bien la consommation des ménages, mais aussi la consommation
public. Donc, évidemment, ça joue. Alors que l'année prochaine, ce serait plutôt les exportations qui vont tirer vers le haut le PIB. Donc, le rebond de 2% pour l'année prochaine, il serait plus tiré par les exportations. Une autre question. On a parlé du coût salarial, compétitivité. On a aussi le coût salarial unitaire réel dans la note, qui est en fait la part du salaire dans la valeur ajoutée. Il y a un petit graphique qui montre que celle-là remonte. Donc, en fait, on peut lire ça comme une dégradation de la compétitivité. Oui, Oui. si vous voulez. J'aurais 3 questions. La première, c'est si j'ai bien compris, pour définir la valeur ajoutée du secteur financier, enfin pour la calculer, c'est les crédits que vous prenez. Mais ma question, c'était est-ce que les crédits sont ensuite utilisés pour la consommation? Donc, si vous comptabilisez aussi la consommation, comment vous faites pour ne pas avoir un double emploi en utilisant le crédit? Si je me trompe pas, peut-être que vous utilisez une autre façon de calculer. Si vous utilisez une autre façon de calculer, alors quelle est-elle? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous collectez par hasard des données sur... est-ce que vous avez des données pour calculer des indices de prix de l'immobilier commercial? Et sinon, est-ce que vous comptez le faire à un moment donné? Et la troisième question, c'est comment calculez-vous le surplus d'épargne? Quelle est la méthode? Peut-être je n'ai pas bien suivi ça. Merci. Je vais prendre la première question, donc sur la valeur ajoutée du secteur financier. Donc, il y a plusieurs choses dedans, mais c'est pas vraiment les crédits. En fait, c'est la marge qu'on va faire sur les crédits. C'est ça qui est important. En fait, les deux grands types de revenus pour le secteur financier, donc c'est les revenus qui sont liés aux produits d'intérêt. Donc, vous faites la marge d'intérêt. Et puis les revenus de commission. Enfin, ça, c'est surtout pour le secteur bancaire. Après, pour les auxiliaires, c'est aussi tout ce qu'ils gagnent en fait avec notamment la gestion des fonds d'investissement, etc. Après, il y avait une question sur L'immobilier commercial. Ah oui, l'immobilier commercial. Non, pour l'instant, on n'a pas encore de données, en tout cas pas de données qu'on diffuse, mais c'est un projet parce qu'il y a aussi des normes en fait prudentielles qui nous obligent à le faire. Bon, et aussi parce que ça nous intéresse aussi, nous les analystes, bien sûr. Mais voilà, c'est un projet qui est démarré. Pour l'instant, ça se passe aussi avec des acteurs du secteur privé. Après, c'est quand même un gros défi pour le Luxembourg d'avoir des indices, surtout si on va avoir des indices hédoniques, en fait, comme sur les prix des logements, parce que là, voilà, il y a quand même beaucoup de biens qui sont pour le logement, il y a beaucoup de biens. Donc, en fait, les indices hédoniques, c'est pour corriger un peu des différentes caractéristiques des logements, je sais pas, la taille, la localisation, s'il y a un garage ou pas, etc. Pour l'immobilier commercial, il y a certains segments où il y a très peu de transactions. Il peut y avoir d'énormes transactions et de calculer des indices de prix hédoniques là-dessus. Bon courage. Mais bon, on va le faire. Pour la question au niveau de l'épargne, en fait, c'est très simple. Donc, ce que j'ai montré, c'était l'épargne en niveau, mais en fait, pour calculer cette surépargne, on raisonne en termes de taux d'épargne. Donc, si avant la pandémie, on avait un taux d'épargne aux alentours de 15%, alors que maintenant, on observe qu'on est à un taux de 19%, on calcule en fait avec cette différence. Donc, on applique les 15% qu'on avait avant la pandémie, on l'applique à l'évolution du revenu. On calcule donc une épargne, un niveau d'épargne normal, et on compare ça par rapport à l'épargne effectivement observée. Donc une épargne plus élevée, la différence nous donne en fait cette surépargne qu'après on a cumulé dans le graphique aussi. Un mot sur votre question sur le volume, parce que c'est pas pour rien qu'on a mis ce graphique valeur-volume. C'est parce que
d'un point de vue économique, les comptables nationaux, on travaille dans le monde entier, hein, c'est pas nous qui avons inventé, on travaille avec le volume. Quand on parle volume, on doit déflater les valeurs nominales. Mais les valeurs nominales sont très importantes aussi, parce que finalement, c'est ça, c'est les euros qu'on gagne, hein, c'est le profit, c'est la marge. Donc c'est quelque chose de très important, mais d'un point de vue économique, hein, réalité des évolutions du phénomène dans l'économie réelle, c'est important justement de déflater. Et c'est pour ça qu'on a mis également sur le graphique à droite, on a mis, pour rendre ça un peu palpable, on a montré que volume, ça veut vraiment dire quelque chose. Par exemple, en fait, les encours de crédit qui diminuent. Donc il y a vraiment une baisse du volume de crédit qui est donné. Donc ça, c'est quand même économiquement extrêmement pertinent. Donc il faut toujours voir ces deux choses, le réel et le nominal. Je pense que c'est deux aspects qui éclairent bien ce qui est en train de se passer. D'autres questions? Oui, monsieur? Au fond? Micro? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation qui était excellente. Alors, ma question va porter sur le niveau communautaire, donc et la position du Luxembourg. Et vous avez présenté que le Luxembourg donc, a entré en récession probablement donc, en 2023, à peu près sûr, et qui fait partie aussi des rares pays qui seront en récession, des rares pays européens qui seront en récession cette année. Alors, je vois que la situation est à peu près la même dans tous les pays européens, donc c'est un peu catastrophique au niveau emploi, au niveau production, industrie, au niveau production, épargne aussi, pareil, ça augmente partout. Comment on peut expliquer pourquoi le Luxembourg se trouve dans cette situation? Quels sont les facteurs qui font, en tout cas sur lesquels on se démarque au niveau européen avec les autres pays? Question difficile, c'est pour toi. Oui, oui. Oui, mais la question, elle est excellente, bien sûr. C'est la question qu'il faut se poser. Bon, j'ai déjà présenté quand même quelques pistes, quelques indices assez forts. Hein. Donc, nous, on a le secteur financier. Hein. Voilà, on a un recul. Je ne sais plus, je crois qu'on est sur une baisse de 6% sur un an, sur les 3 premiers trimestres. En zone euro, grosso modo, c'est 0%. Ça bouge pas, si je me rappelle bien. Donc là, déjà, il y a un bon différentiel. La construction aussi, sur les 3 premiers trimestres, c'est pareil. Nous, on a une baisse de 6% à peu près dans la zone euro. Je crois qu'il y a un très léger recul, 0, quelque chose. Voilà, les transports aussi, comme je vous l'ai dit, c'est surtout lié au transport aérien qui avait très très bien marché pendant la pandémie et encore jusqu'au début de 2022, qui a en fait profité de certaines opportunités aussi. Il y avait beaucoup moins de fret acheminé par les compagnies régulières de passagers, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans le fret et le fret du Luxembourg. Donc là aussi, il y a une espèce de normalisation. Donc il y a un peu en fait une espèce de décalage au niveau du cycle entre Luxembourg et zone euro. Certaines activités qui ont nous plutôt surperformé en fait sur les dernières années, et là où ça se normalise, donc voilà, ça fait un effet de base, ça retombe, ça pèse sur la croissance. Bon, après en zone euro, faut pas c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont en récession, mais le ralentissement, il est quand même très, très marqué dans tous les pays. On passe d'une croissance qui était, je crois, de 3,5% en 2022 et on va aller à 0,5%. C'est l'hypothèse qu'on a retenue pour 2023. Bon, 0,5%, c'est pas négatif, mais c'est quand même pas terrible. D'autres questions? D'ailleurs, moi j'ai noté pendant l'exposé le fait, moi j'ai noté New Normal. Je ne sais pas si c'est une hypothèse qui va se solidifier, mais si on regarde l'emploi ou le PIB, le différentiel qu'on a traditionnellement eu avec la moyenne de la zone euro semble s'estomper. Ce n'est plus, il y a cette exceptionnalité luxembourgeoise semble en train de disparaître. C'est peut-être à courte vue. Mais si jamais c'était confirmé, ben, ça pose quand même d'autres questions davantage structurelles.
peut rajouter aussi, bon, on voit, il y a plein de questions en fait qu'on peut se poser par rapport à la question que vous avez posée. Mais on a vu aussi que les salaires réels ont fortement augmenté au Luxembourg. Les salaires en général, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine perte de compétitivité à ce niveau-là? C'est quelque chose, oui, mais c'est quelque chose, voilà, sur lequel on va se concentrer et travailler aussi. Il n'y a sûrement pas qu'une seule cause derrière ce décrochage apparent. Il y a des effets, voilà, on n'est pas vraiment dans la même position dans le cycle que les autres pays. Il y a peut-être d'autres facteurs plus structurels, en fait. Et ça, c'est quand même des questions structurelles. Là, on se place quand même dans le conjoncturel, donc faisons les choses dans l'ordre. C'est vrai que ces aspects-là sont très importants, mais on va y revenir plus tard. D'autres questions conjoncturelles? Oui. Plusieurs points qui ont été évoqués par certaines questions qui ont été évoquées. Peut-être pour rebondir sur la dernière, sauf faire de ma part, je n'ai pas vu que vous aviez fait par secteur économique la valeur ajoutée brute, donc pour pouvoir voir finalement quel secteur économique avait vu sa valeur ajoutée brute diminuer, donc ce qui pourrait expliquer pourquoi la valeur ajoutée brute globale du pays a diminué. C'est des choses que vous avez, je suppose, mais qui ne sont pas, ou je ne l'ai pas vu dans la note, je viens rapidement de la parcourir. Deuxième, par rapport au secteur, résultat du secteur bancaire, pour rebondir sur la question précédente, est-ce que, je sais que dans le passé, vous aviez fait, et je pense que cette année, ce serait intéressant de le faire, des résultats qui étaient déclinés par type de secteur bancaire, donc Cluster. voilà, Ouais, les ouais. banques dépositaires, les banques d'investissement, les banques de dépôt. Et là, je pense que cette année, avec je pense que les différences seront peut-être plus grandes que par le passé. Ça pourrait être intéressant. Alors, dernière petite question. Vous avez dit que vous avez pris en considération les 2,5% d'indexation, 2,5 fois d'indexation du barème. Donc, c'est l'idée d'avoir un boost de pouvoir d'achat. Et finalement, le retour qu'on espère sur l'activité économique nationale en termes de hausse du PIB. Et certains critiquent, je pense c'est en partie à raison, qu'il y a une certaine partie de pouvoir d'achat qui va disparaître, vu qu'il y a pas mal de frontaliers. Ensuite, l'économie luxembourgeoise est fortement ouverte. Est-ce que cet effet retour, c'est quelque chose que je suppose vous avez pris en considération? Est-ce que vous pouvez peut-être juste en toucher un mot par rapport à donc l'augmentation des salaires, retour sur l'activité économique nationale? Donc ça reste des questions conjoncturelles. Voilà, merci. Très bien. Oui, donc sur cette dernière question, donc vous avez raison que l'impact il est limité par certaines fuites. Okay, quand on raisonne en termes de la théorie keynésienne, chaque injection dans l'économie, elle peut se multiplier. C'est ce qu'on appelle un multiplicateur keynésien. Par contre, ce multiplicateur keynésien, il est fortement limité par les différentes fuites dans le système. Et effectivement, quand on parle, par exemple, donc, de l'adaptation du barème, la moitié de cet argent, ça va partir à l'étranger et seulement une partie très limitée sera consommée ici dans le pays. Donc, en fait, on ne reste plus qu'avec la moitié de cet impact budgétaire initial sur l'économie. Et sur cette moitié, il faut savoir que ça bénéficie aussi aux quintiles supérieurs, donc aux ménages qui sont un peu plus fortunés, qui, eux, ils peuvent se permettre d'épargner et ils épargnent. Et donc, une certaine partie de cette hausse du revenu net se retrouve dans l'épargne, donc sur un compte bancaire où ça va être investi quelque part. Donc, ça ne retrouve pas, au moins immédiatement, son chemin dans le circuit économique. Et sur la partie restante, donc la partie qui est effectivement consommée, il y a les importations. On a quand même un contenu en importation aux alentours de 80%. Donc après toutes ces fuites qui sont donc l'étranger, donc pour les frontaliers, le revenu des frontaliers, après la fuite qui est celle de l'épargne et la fuite qui est celle du taux d'importation, effectivement, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que ce type de mesure au Luxembourg, c'est limité. Mais c'est un effet positif quand même. Donc ça, c'est implicite dans nos modèles, c'est automatique par les relations que je viens d'expliquer. Donc il y a un effet positif mais limité. On peut calculer, mais voilà.
D'autres questions? Alors, vous avez la note de conjoncture devant vous? Regardez le chapitre 7.1, évolution du taux de marge. Ça devrait vous intéresser. Vous savez qu'à un moment donné, c'était la mode. Donc, quand j'allais à l'OCDE, il y avait une grosse discussion sur l'impact qu'a l'augmentation des marges, hein, si vous voulez, le taux de profit, sur l'inflation. Et la Commission, mais également l'OCDE, disait, voilà, c'est une des explications, c'est en fait les entreprises ont réussi à faire passer les prix sur le consommateur. Et nous avons étudié cette question avec la prudence qui s'impose, n'est-ce pas? Peut-être qu'on pourrait en dire un mot. Il y a un graphique aussi très intéressant qui montre que finalement, à Luxembourg, cette explication n'est pas nécessairement la meilleure. Tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, on a repris la décomposition qui avait été faite. Je crois que c'était par le Fonds monétaire international aussi, enfin une des premières. Oui, nous on voit que voilà, apparemment, en fait, les profits n'ont pas trop joué en fait sur l'inflation. D'après ce qu'on peut en mesurer, il faut savoir que c'est des données voilà qui sont sujettes à révision. C'est pas forcément des données sur lesquelles on peut vraiment être affirmatif sur les évolutions récentes en tout cas. Mais donc oui, ça n'avait pas trop joué sur l'inflation. Ce qui a beaucoup joué sur l'inflation au Luxembourg, c'est ce qui ressort le plus, c'est les prix à l'importation. En fait, c'est que ce qui est arrivé déjà était plus cher. Et puis les salaires aussi, qui ont joué, notamment pour les prix des services. Voilà. Mais je voudrais revenir encore, puisque vous avez parlé de la valeur ajoutée par branche et dans le détail par branche, qu'est-ce qui tire vers le bas. C'est vrai, bon, il y a plusieurs branches qu'on a évoquées, mais vous voyez, bon, le secteur financier, par exemple, vous avez voilà, un recul de 6% en gros sur les 3 premiers trimestres. La valeur ajoutée du secteur financier, c'est à peu près 25% du total. Vous voyez, il y a déjà 1,5 point qui part là-dedans. Si on n'avait pas ce recul, on serait pas en négatif. Voilà, ça c'est quand même une grosse contribution, mais je répète encore, il y a d'autres branches, les transports, la construction, et puis les services d'information et communication. Bon, là c'est un petit peu moins le cas. C'est surtout, on va dire, par rapport aux autres pays de la zone euro qui n'ont pas très bien performé cette année. Très bien. D'autres questions? Donc on a un chapitre spécial, Tom l'a évoqué, le concept d'inflation instantanée, donc une autre façon de lisser l'inflation mensuelle. C'est peut-être une méthode à laquelle on doit s'habituer, hein, mais qui a certains avantages, hein, de focuser davantage sur le présent. Et voilà, donc peut-être que ça vaut la peine de regarder cela et ça pourrait devenir un nouvel instrument pour présenter l'inflation aussi. Parce que cette façon de présenter les choses doit encore être acceptée par le public, sinon il y a une discrépance entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Et donc c'est intéressant d'avoir votre écho là-dessus. En tout cas, c'est un instrument de plus. Et pour l'inflation, comme on parle souvent de l'inflation sous-jacente, de core inflation, mais il y a, je ne sais pas, au moins une dizaine de méthodes différentes pour mesurer ça. Donc c'est toujours bien d'avoir plusieurs méthodes aussi pour confirmer un diagnostic. Voilà. D'autres questions ou commentaires, hein? Doutes, interrogations, critiques? Oui. Une dernière question par rapport à la situation géopolitique au Proche-Orient, en fait. Est-ce que vous avez pris en compte ça dans les trajectoires d'inflation? Et si pas, quelles sont vos prévisions, sachant que le FED est obligé de détourner sa trajectoire? Merci. C'est une excellente question. On n'avait pas vu venir la guerre en Ukraine non plus.
Donc il y a comme ça des événements géopolitiques difficiles à appréhender. C'est des phénomènes qui sont là, qui sont très importants. On n'avait pas prévu la pandémie non plus, bien qu'il y a plein de rapports qui disaient que ça allait venir, mais c'est venu. Hein, donc des cas extrêmes, improbables qui se présentent, hein, le Black Swan qui peut se présenter. Proche-Orient, c'était prévisible, paraît-il, par les historiens, les sciences politiques, qui trouvent que voilà, ça devait péter un moment, mais ça reste quand même d'une probabilité tellement faible que pour les conjoncturistes, on ne prend pas ça en compte. Ça fait partie quand même du cadre général, parce que ça peut impacter évidemment l'évolution de l'économie de la zone euro, hein, certains prix de matières premières, donc, mais on n'isole pas cet événement spécifique, on regarde l'impact que ça a sur les grandeurs que de toute façon nous analysons. Voilà, donc on n'a pas de chapitre ou de paragraphe spécial sur cet événement géographique triste. En fait, c'est quelque chose qu'on évoque dans le premier chapitre de la note, dans l'ensemble des risques. Et on parle justement de... Alors, le risque, c'est pas tellement ce qui se passe actuellement. C'est plutôt, en fait, le risque, c'est si le conflit, en fait, déborde. Et voilà, et qu'il y a d'autres pays qui se lancent dedans. C'est pas aussi un risque qu'on met en avant pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu de réaction forte au niveau des marchés financiers, et notamment des marchés de l'énergie aussi. L'impact était beaucoup plus fort, beaucoup plus net au début de la guerre en Ukraine, hein, clairement, que ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Oui, il y en a une. Ici, je ne sais pas. Oui. Il y en a... En fait, j'avais une sorte de question, doute, parce que Charles a parlé de doute, c'est sur l'inflation. C'est-à-dire, dans le temps qui a été le vôtre, globalement, je ressens que vous avez une sorte de sentiment qu'il pourrait y avoir des bonnes surprises sur l'inflation, des bonnes surprises dans le sens que l'inflation pourrait être encore plus basse et les taux d'intérêt pourraient baisser encore plus vite, etc. Alors, j'ai juste feuilleté, mais quand on voit la prévision que vous faites sur le cours du baril, quand on sait qu'en 2024, il va avoir un effet de base qui sera de fait pas le même que celui qu'on a pu avoir en 2023, qui a la surépargne, qui a la hausse de TVA. Je dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque sérieux que la surprise soit dans l'autre sens, en fait? Voilà, c'est sur l'inflation, parce qu'en fait, le ton global est vraiment celui-là, mais je me dis, ne serait-ce que par l'effet de base, on devrait avoir une espèce de petit pic. Et quand on voit tout le reste sur les mesures de soutien qui vont plus ou moins, enfin, de soutien sur la crise énergétique qui, en fur et à mesure, seront levées, est-ce qu'il n'y a pas un risque sérieux de surprise dans l'autre sens? Oui, très bonne question aussi. En fait, donc les nouvelles ou les bonnes surprises, ils sont déjà arrivés. Ils sont notamment dans le dernier chiffre de la zone euro. Et on peut considérer aussi de bonnes nouvelles que la désinflation qu'on a observée tout au long de 2023, elle est vraiment en ligne de ce qu'on a prévu dès la fin 2022. Donc effectivement, il y a une accumulation de bonnes nouvelles, disons, sur les 12 derniers mois. Pour les prochains mois, j'oserais pas le dire. Hein. Donc, on vient de parler des effets géopolitiques qui peuvent à tout moment avoir un impact sur les prix de l'énergie, etc. Mais les autres effets, donc l'effet de base que vous avez mentionné, ou encore la hausse de la TVA qui prend fin donc, au 1er janvier 2024, ça de toute façon c'est intégré. Donc c'est intégré dans la trajectoire, aussi bien les effets de base que la hausse de la TVA, c'est intégré dans la trajectoire française ici, donc dans la variation annuelle. Ce que moi, je trouve intéressant avec ce concept d'inflation instantanée, que ça montre vraiment les toutes dernières dynamiques et donc ça intègre déjà en fait les bonnes nouvelles que je viens d'évoquer. Et quand vous regardez quand même l'inflation instantanée pour la zone euro, voilà, sur les 6 derniers mois, on est aux alentours de 2%. Et ça, c'est quand même très loin des soucis ou du risque que la Banque centrale européenne a vu jusqu'à présent,
Et c'est là où, à mon avis, ça va être intéressant sur les 3 prochains mois, parce que la prochaine prévision de la Banque centrale européenne, ce sera au mois de mars. Donc, il y a quand même le mois de décembre, janvier et février qui vont tomber, et ça va être intéressant. Donc, même si on reste un peu sur cette trajectoire, à mon avis, ils doivent de nouveau baisser leur prévision de l'inflation. Ils l'ont déjà baissé d'un demi-point. Si ça reste dans cette dynamique, à mon avis, ils devraient le baisser. Pour l'instant, on a un écart de presque 1 point entre ce que, par exemple, Oxford Economics ou les marchés ils anticipent et les prévisions d'inflation de la Banque centrale européenne. Une fois qu'on a les premiers mois pour l'année 2024, forcément, cet écart, il doit se réduire. Dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, s'il y a des mauvaises surprises, ça peut arriver, risques géopolitiques, etc. Au niveau parce qu'il y a eu quand même le risque d'une boucle prix-salaire aussi qui a été thématisé longtemps. On a peu vu, on le voit justement, le concept de l'inflation instantanée est intéressant à ce point aussi, parce qu'on voit que ça en a fait, mais ça n'a pas eu un impact considérable, ni dans la zone euro, ni au Luxembourg, pour l'instant. Mais effectivement, les risques sont là dans les deux sens. C'est pour ça qu'on a toujours un scénario positif et négatif dans nos prévisions d'inflation. Donc, si vous regardez les Stat News du mois de novembre, vous allez voir un peu la fourchette sur laquelle on peut miser. Merci beaucoup. Donc, j'ai une dernière question sur le dernier volet de la présentation, donc sur la question environnement. Donc, très beau travail sur la mise à jour du PNEC. Alors, j'ai regardé avant-hier, donc la Commission a publié ses recommandations sur le PNEC du Luxembourg en particulier, donc sur tous les pays, mais sur le Luxembourg, j'ai regardé. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais la plupart des recommandations tournent autour de la production de données et du monitoring de ces prévisions. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ça ne rentre pas dans la conjoncture, hein, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour répondre à ces recommandations? On n'a pas encore pu lire en détail les recommandations. Par contre, on nous a justement raconté que globalement, ils sont quand même... il y a un avis très favorable sur la façon comment les projections ont été élaborées. Après, le point effectivement le plus important et le plus intéressant, c'est le suivi, donc le monitoring au cours des prochaines années. Et effectivement, comme pour les projections déjà, on est limité aux données dont on dispose. Donc les modèles sont limités par les données disponibles et le monitoring, il sera tout aussi limité par les données disponibles. Et là, effectivement, il y a certains secteurs où on dispose de données relativement bonnes, comme par exemple les bâtiments résidentiels, ou parce qu'on dispose d'un recensement populaire, donc on a vraiment une vue détaillée sur la structure de l'existant. À partir de ça, on peut modéliser. On a de très bonnes données aussi pour l'exemple d'ici, qui est celui des nouvelles immatriculations de voitures, où on a des données mensuelles, etc. Par contre, il y a plein d'autres domaines où on ne dispose strictement d'aucune information, notamment les bâtiments commerciaux, etc. On ne sait pas quel type de chauffage ils utilisent. On n'observe pas le nombre de chaudières, par exemple, qui sont remplacées chaque année et par quoi ils sont remplacés. Donc, il y a effectivement un vide quelque part qui ne nous permet pas aujourd'hui de faire ce monitoring comme on le devrait. Mais dans le PNEC aussi, il y a une mesure qui a justement été introduite dans le PNEC parce qu'on a ce souci. C'est la mesure 123, si vous voulez regarder dans le PNEC, et qui concerne justement ces travaux d'amélioration aussi bien au niveau de la collecte des données. Ça ne doit pas forcément être le SOTEC, ça pourrait être le SOTEC, mais ça peut être les administrations ou les ministères qui sont en charge. Et une fois qu'on a les données, on pourra d'ailleurs aussi raffiner encore nos modèles, et c'est ce qu'on compte faire, mais voilà, il y a un travail supplémentaire à faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme on voudrait le faire pour l'instant. Et de façon plus générale, ça a été dit avant,
l'ensemble de ces mesures qui sont annoncées dans l'accord, dans le programme du gouvernement, ne sont pas encore connues. La même chose pour le PNEC, le plan national. Il faut voir maintenant dans toute la liste des mesures qui avaient été proposées, lesquelles sont effectivement retenues ou mises en œuvre. Et à partir de là, il va falloir faire probablement quelques simulations additionnelles ou alternatives. Voilà. Mais au niveau méthodologique, je crois que là, on nous a confirmé que le travail qui a été fait était bien fait et nous en sommes très heureux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous signale qu'à l'extérieur, il y a un pot qui nous attend. Donc, il n'y a aucune raison de prolonger ce qu'on ne peut pas discuter à l'extérieur. Donc, s'il n'y a plus de questions pressantes, je vous remercie tous pour votre présence et pour la qualité de la discussion que nous avons eue. Merci beaucoup.